Bienvenue au F5 Podcast. Cette semaine, on parle de Legacy, un livre de James Kerr. Je l'ai lu pour la première fois en 2017. J'ai adoré, je viens de le relire. Et dans le fond, c'est un petit livre qui fait vraiment la corrélation entre ce qu'on peut apprendre en devenant dans les meilleurs au monde en sport. Dans ce cas, c'est les All Blacks, fait que équipe de rugby qui depuis, si on calcule depuis leur début, à chaque fois qu'ils mettent le pied sur le terrain, ils ont 86% de chances de gagner. C'est la meilleure équipe sportive qui a jamais existé sur la Terre, tout sport confondu. Si on parle en temps de victoire, au moment d'écrire le livre, ils étaient champions du monde encore. Et si vous connaissez la Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays, 1 million et quelques d'habitants, qui arrive à dominer le monde année après année, après année, après année. Donc, c'est vraiment un livre qui montre, oui, comment est-ce qu'on pourrait devenir un des meilleurs en sport, parce qu'on peut l'appliquer à ça, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est 15 leçons, parce qu'il y a 15 joueurs dans une équipe de rugby, 15 leçons qu'on peut prendre et apprendre en sport, et après ça, l'utiliser dans la vie de tous les jours pour devenir un meilleur leader. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai brièvement résumé chacune des leçons qu'on peut apprendre. Bien sûr, c'est un petit livre qui se lit extrêmement bien. C'est un peu comme 15 petites histoires parce qu'on peut le lire dans l'ordre qu'on veut. Donc, je vous le conseille fortement si vous aimez le résumé d'après aller plonger dans le monde des All Blacks. Donc, la première leçon, c'est la personnalité. Et ce qu'ils disent, dans le fond, c'est que pour gagner, c'est pas tant l'aptitude ou la capacité qu'on a, c'est ça plus l'attitude. Donc, l'attitude, la personnalité des joueurs, la personnalité des gens dans votre organisation est beaucoup plus importante que leur qualité physique. Ça prend quelqu'un de caractère quand on veut, comme les All Blacks, rester tout le temps au top. Fait que devoir continuer à avoir le désir de s'améliorer, même si on est déjà considéré comme les meilleurs au monde. En fait, le plus grand trait de caractère qu'ils ont, c'est qu'ils sont très humbles envers la tâche qu'il y a à accomplir. Exemple, redevenir champion du monde, ou si on va en business, redevenir le meilleur vendeur, ou peu importe. Très humble dans le fait que ça va être difficile de faire cette tâche-là, mais ils ont une énorme fierté de leur performance. Ils sont presque même arrogants dans leur performance. Donc, c'est ce mix-là de être humble, humilité et après ça, de fierté qui est importante. L'idée, c'est que, comme un peu dans le livre Extreme Ownership, que probablement je vous résumerai bientôt, c'est qu'il faut avoir la personnalité qu'on contrôle à 100% notre destinée. Et ça se rapporte aussi au growth mindset qu'on a vu avec Carol Dweck dans Mindset. Donc, pour eux, la leçon qu'on peut avoir du sport, c'est que on est tout le temps responsable de notre destinée et il faut qu'on se garde accountable, donc que ce soit notre responsabilité de tout le temps savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou de tout le temps améliorer ce qu'on va faire pour pouvoir rester responsable de nos actes et des répercussions de nos actes. Une bonne phrase qui résume cette humilité qui est importante à avoir, c'est qu'on n'est jamais trop bon pour faire les petites choses. Il donne l'exemple que les All Blacks, que ce soit le meilleur joueur, le mieux payé, celui qui a fait le plus de points pour son équipe, tout le monde à la fin d'une partie, encore plus quand ils sont sur la route, vont rester pour nettoyer leur vestiaire. Donc, ils ne se prennent pas pour des stars. Personne n'est trop grand pour les petites choses. Donc, cette culture d'humilité-là va leur permettre de se poser les bonnes questions et se poser les questions qui peuvent paraître relativement simples, mais que quand on est humble envers la tâche, qu'on ne fait pas juste se dire c'est mon dû de réussir à le faire, bien, on va se poser justement les bonnes questions pour être capable de continuer à être parmi les meilleurs. La deuxième leçon, c'est l'adaptabilité, donc être capable de faire preuve d'adaptation. Ça fait des centaines d'années qu'ils sont
les meilleurs. Et dans le fond, ce qu'eux, ils ont appris à faire, et c'est la même chose en business, c'est que quand ils sont au top de leur game, c'est là qu'il faut changer leur game. Il ne faut pas attendre de passer de meilleur à être dans son déclin pour changer. Il faut commencer à changer avant même. Il faut que ce soit nous-mêmes qui créons un peu le déclin de nos anciennes méthodes ou même, si on parle en business, anciens produits. C'est ce que Steve Jobs disait tout le temps. Il veut, dans le fond, détruire, écraser la dernière version de son produit avec son propre prochain produit pour être sûr que ce soit personne d'autre qui l'écrase, c'est lui-même qui le fait. Donc, les 4 étapes du changement organisationnel, bien, la première chose, il faut avoir une bonne raison de vouloir changer. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une idée claire du futur. Et ce que ça veut dire par là, c'est que s'il y a des éléments qui ne veulent pas faire partie du futur des joueurs ou alors des acteurs de notre organisation, bien, peut-être qu'il va falloir s'en départir parce qu'il faut que l'organisation puisse avoir, c'est le troisième point, la capacité de changer. Et pour ça, il faut que les gens veuillent changer et il faut que les gens soient prêts à aller chercher cette nouvelle capacité de faire face justement au changement et de se renouveler. Et la dernière partie, c'est qu'il faut un plan crédible pour changer. On ne va pas juste faire n'importe quoi. On veut vraiment aller dans une direction qui est crédible. C'est un peu le même principe qu'exemple, à un moment dans la programmation, on commençait à avoir du succès dans la force. C'est là qu'on a décidé d'aller vers Westside Barbell et de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les élastiques. Donc, la raison de changer, c'était de rester au top de notre game. Après, l'image claire du futur, c'était d'être capable d'implémenter ces nouvelles méthodes-là en utilisant les Dynamic Day dans une situation qui n'était pas nécessairement du powerlifting, mais plus du CrossFit. La capacité à changer, il fallait qu'on soit prêt à faire des erreurs, il fallait qu'on soit aussi prêt à apprendre, à aller faire les séminaires, à faire la lecture et à faire le testing. Et après le plan crédible pour changer, il fallait prendre le temps de programmer cette nouveauté et de le faire, de vraiment l'appliquer, pas juste le faire en théorie. Donc, toute organisation qui décline, va décliner en fait. Toute organisation, par définition, va décliner à un moment donné, sauf si quand elle a du succès, elle est prête à changer. Ce n'est pas les plus forts, ce n'est pas les plus intelligents qui vont survivre et gagner. C'est ceux qui sont capables de faire face au changement et s'adapter. Donc, une des choses, un des exercices que vous pouvez faire, c'est vous dire quelles sont les 10 choses que vous voulez changer d'ici les 100 prochains jours, de les écrire sur une feuille de papier. Et la façon de l'écrire, c'est d'utiliser un verbe d'action avec juste 3 ou 4 mots. Donc, ça peut être parler moins, écouter plus, des choses comme ça, mais il faut que ce soit une action et simple à faire. La troisième leçon, c'est il faut une raison. Donc ça, c'est clair qu'on le sait tout le temps. En anglais, ils disent le « why ». Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Ça, c'est clair. Mais eux, ils l'ont poussé un peu plus loin en disant qu'ils n'allaient pas nécessairement recruter les joueurs qui avaient les meilleures aptitudes physiques, ils allaient recruter les meilleures personnes. Pourquoi? Parce que better people make better All Blacks. Donc, des meilleures personnes font des meilleurs All Blacks. Ce qui veut dire par là, et c'est la même chose sur, je peux vous en parler sur le seminar staff, exemple de CrossFit, c'est qu'il y a des choses qui sont intangibles. Et si la personne est bonne, on parle dans les intangibles, si la personne est une personne avec qui on veut passer du temps, si la personne a les aptitudes pour être capable d'aller chercher les nouvelles connaissances, peu importe si elle a tout de suite les nouvelles connaissances pour être championne du monde de rugby, elle va être capable d'aller les acquérir. Mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Quelqu'un qui est sur papier un très bon joueur de rugby, mais qui n'est pas capable de s'inclure parce que c'est une personne à problème dans l'équipe, ça, ce n'est pas garanti qu'on va être capable de le rentrer dans l'équipe. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être un bon leader? Il faut lier les raisons personnelles des individus avec les raisons supérieures qui sont les raisons, dans le fond, les core values de l'organisation. Il faut être capable de lier les deux et de sélectionner selon ces valeurs-là et non selon juste le sur papier.
Ray Dalio, dans Principles, en parle ça, que c'était une de ses premières erreurs d'engager les gens sur papier au lieu de regarder l'enlignement avec les valeurs personnelles et organisationnelles. Donc, c'est comme ça qu'on va attirer les bonnes personnes et c'est des gens qui vont être prêts à se sacrifier pour le projet. Ça va être le début d'une bonne équipe. Comment est-ce qu'on répond, dans le fond, à c'est quoi nos raisons? Bien, il va falloir se poser la question plusieurs fois. Ça, on l'a vu dans plusieurs résumés aussi. Ce n'est pas la première réponse à pourquoi est-ce que je décide d'avoir telle valeur. Il faut que je creuse en me posant la question à 5 ou 6 reprises et tout le temps en étant d'être un peu plus précis. Après ça, quatrième leçon, la responsabilité. Donc, les leaders, c'est des gens qui créent d'autres leaders. Ils n'ont pas peur de passer du pouvoir, de donner de la responsabilité aux gens et de créer même de la responsabilité pour eux en responsabilisant, dans le fond, les gens dont ils sont en charge parce qu'ils ne sont pas vraiment en charge de ces personnes-là, ils sont en charge de leur développement. Ils veulent créer le leadership des autres, ça ne leur fait pas peur d'avoir des gens forts qui travaillent avec eux, ça n'attaque pas justement leur leadership, ça n'attaque pas leur ego et ils sont prêts à le faire. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, il faut créer une cause commune et permettre à ceux qui ont des responsabilités de s'adapter à l'environnement qui est changeant. On ne peut pas leur taper sur les doigts tout le temps et on ne peut pas non plus le faire sans les outiller. Il va falloir, dans le fond, qu'on éduque notre équipe tout en s'éduquant, c'est sûr, et être prêt aussi à ne pas tomber dans le piège du micromanagement, de tout le temps dire à tout le monde quoi faire au moment précis, de plus aller dans le macro-management pour que la personne se responsabilise. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être responsable de ses réussites et échecs. Au contraire, quand on est responsable d'un département, bien, on est responsable des bons coups et des mauvais coups. Mais par contre, ça ne veut pas dire que quand la personne fait des mauvais coups, on va nécessairement la remplacer tout de suite. En fait, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, comment est-ce qu'on peut faire pour que la personne soit plus efficace la prochaine fois. Et plus on fait ça, plus cette personne, ce nouveau leader va devenir bon à s'adapter au changement et aura moins en moins besoin de micromanagement. Cinquième leçon, il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Il faut tout le temps apprendre en fait. Et les leaders, c'est des gens qui sont enseignants et qui n'ont pas peur de se faire enseigner non plus. Donc, ils développent, ces leaders-là, ils vont développer leur staff pour développer leur propre culture d'entreprise. C'est eux qui vont instaurer l'idée de tout le temps essayer d'être 1% meilleur sur 100 choses, exemple. Et donc, on est 100% meilleur, même si ça n'additionne pas en mathématiques. Mais vous comprenez le principe. C'est qu'on veut tout le temps essayer de s'améliorer. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on veut tout le temps être en train d'apprendre et d'appliquer des nouvelles choses. Et ça, il faut l'inculquer à notre équipe et il faut qu'on l'inculque à nous-mêmes. Donc, il ne faut pas avoir peur c'est un peu le bon vieux dicton que il y a juste les fous qui ne changent pas d'avis. Il ne faut pas avoir peur de remettre en question des choses qu'on croit fermement comme la vérité même. Peut-être que justement, c'est devenu un biais de notre jugement, d'aller essayer des nouveautés. Je pense que si on est dans le monde du CrossFit, il y a des bonnes chances que si ça fait un certain temps qu'on est là, il y a un moment où est-ce qu'on a critiqué des choses dans le CrossFit ou même on a essayé de se convaincre que ce n'était pas pour nous. Et si on est maintenant dans le monde du CrossFit, bien, c'est parce qu'on a été assez intelligent pour continuer à s'éduquer et se rendre compte que peut-être on n'avait pas pris la bonne décision au début. Donc, pour créer un environnement d'apprentissage pour tous, pour les leaders et pour les autres, il va falloir créer un environnement où est-ce qu'on n'a pas peur de l'échec, où est-ce qu'on n'a pas peur de peut-être faire un petit faux pas. En fait, il faut voir ça comme un apprentissage qu'on a fait et non voir ça comme « Oh là là, je vais me faire réprimander, je suis mieux de cacher cet échec parce que sinon mon leader va me tomber dessus. » Après ça, le numéro 6, il ne se traduit pas vraiment en français, donc je l'ai marqué en anglais, c'est « No dickheads ». Donc, on ne peut pas avoir d'imbéciles dans l'équipe. Peu importe qu'est-ce qu'ils amènent, de l'argent, qu'ils amènent genre un meilleur skill, qu'ils amènent genre quelque chose, un attrait politique pour notre organisation, peu importe,
ça va tout le temps nous retomber dessus si on accepte qu'il y ait quelqu'un qui se pointe comme un nuage noir par-dessus notre petit village qui est notre organisation. Donc, si la personne ne veut pas changer, elle a beau être bonne dans le domaine au niveau des habiletés, on ne sera pas capable de la changer et ça va tout le temps être un gros problème pour l'équipe. Il n'y a personne, on peut laisser personne être plus gros que l'équipe. On peut pas faire ça. Et d'ailleurs, n'importe quel champion n'a jamais été champion en écrasant son équipe. Ils ont été champions en élevant son équipe. Si vous regardez, exemple, le parcours de Michael Jordan, c'est assez exceptionnel aussi. Où est-ce qu'on a beau se rappeler juste de lui, mais il a pris une équipe qui était médiocre, il leur a donné la culture de la victoire et a augmenté, dans le fond, leurs aspirations jusqu'à ce que ça devienne les champions du monde constamment. Et ça, c'est pour ça que c'est un vrai champion. C'est pas parce qu'il a juste dit, regardez-moi, faites juste me passer le ballon, puis c'est fini, c'est un effort individuel. Donc, c'est super important de se rappeler ça. Les athlètes qui travaillent, ils vont travailler pour l'équipe et pas pour un individu. Ce qui fait que si on a quelqu'un qui croit qu'il est plus gros que l'équipe, le reste de l'équipe, on parle au niveau le reste de l'organisation, embarquera pas. Les gens vont travailler pour l'organisation, pas pour une seule personne. Après ça, 7e leçon, les attentes. Il faut apprendre à viser, il faut s'entraîner pour gagner. Il faut arrêter de faire comme la majorité des gens et essayer de passer inaperçu ou le bon vieux dicton, dans le fond, on essaie de juste pas perdre. On joue pour essayer de ne pas perdre. On crée une compagnie pour essayer de ne pas faire faillite. Non, il faut essayer, il faut viser haut. Il faut avoir des attentes élevées et que ça nous fasse même un petit peu peur parce qu'il faut qu'on arrête d'essayer de juste être bon. Il faut qu'on veuille devenir excellent. Donc, c'est pas en ayant la mentalité de vouloir finir deuxième que ça va fonctionner. Et même dans les All Blacks, eux, ils disent qu'il faut essayer de jamais finir deuxième à soi-même. Ce qui veut dire que même si on gagne, peut-être qu'on a fini deuxième par rapport à ce qu'on était capable, nous, de faire. Et c'est ça qu'il faut qu'on essaye de battre. On essaye tout le temps de battre quel était le potentiel qu'on avait, pas nécessairement celui des autres. Parce que la seule personne contre qui on ne veut pas finir deuxième, c'est nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut avoir une attente qui est élevée. Maintenant, la préparation, donc numéro 8. Quand on se prépare, si on veut s'entraîner justement à gagner, il faut que notre préparation nous prépare aussi à l'aspect mental. Donc, on ne peut pas juste être, encore une fois, bon en pratique. Il faut qu'on soit capable de dealer avec la pression. La pression de devoir le faire aujourd'hui, maintenant, dans des conditions qui ne sont pas parfaites. C'est ça, être un bon athlète. Puis c'est le même principe en business, c'est d'être capable de le faire avec l'équipe imparfaite qu'on a, dans la conjoncture économique imparfaite qu'il y a et avec des ressources limitées, de pouvoir être capable de le faire maintenant. C'est ça la pression. Et dans le CrossFit, on connaît ça énormément bien parce qu'on se prépare tout le temps à un peu l'imprévisible avec le concept de variance. Et c'est un peu ce qu'ils disent dans ce côté-là, c'est que la préparation, il ne faut pas avoir peur de varier. Il ne faut pas avoir peur, dans le fond, que si on devient confortable dans une performance de pointe, on rajoute des variables, ce qui fait que ça devient encore plus dur. Et comme ça, on va devenir excellent de façon automatique. On n'a juste pas le choix. À chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, on essaye de le faire au max. C'est même plus une question de motivation ou de prise de décision consciente. C'est parce qu'on est tellement préparé à n'importe quelle situation que dans le fond, on a une seule façon de le faire, c'est d'exceller. Pour eux, dans le fond, le training plus l'intensité, c'est là que, dans le CrossFit, l'intensité, c'est là qu'il y a des résultats. Pour eux, le training à haute intensité, c'est là qu'il y a personal growth, donc un épanouissement de l'amélioration personnelle et c'est comme ça qu'on grandit. Donc, ça amène la pression. C'est le thème numéro 9. Être capable de contrôler son attention. Donc là, il parle du concept que faire une erreur pour un joueur qui est déjà bon ou
même excellents, mais d'habitude, ceux qui font des erreurs, c'est ceux qui sont juste bons. Ce n'est pas une question de ne pas avoir les habiletés, c'est une question de ne pas être capable de dealer avec la pression. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui nous crient après, on ne sait plus comment prendre la décision, puis on prend la mauvaise décision. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas tous les outils pour prendre la bonne décision, c'est qu'on n'était pas prêt à être capable de dealer avec cette pression-là. Et eux, l'image, la métaphore qu'ils font, c'est que tu deviens un redhead, une tête rouge, comme la bouilloire qui est prête à exploser, puis là, tu fais juste faire ce qui te passe par la tête. Au lieu de rester un blue head, donc d'être cool, d'être beaucoup plus refroidi, garder le sang-froid. Okay? En français, on dirait de se laisser avoir le sang chaud versus avoir le sang froid. Puis là, on va être capable d'aller à 100% de notre préparation et de nos habiletés. Donc ça, c'est définitivement extrêmement dur en business ou en sport de rester la tête froide, un blue head. Et comment est-ce qu'on fait pour être capable de rester là? Bien, ça va être la préparation à savoir à quoi on ressemble quand on a un redhead. Qu'est-ce qu'on commence à sentir quand ça commence à bouillir en dedans? C'est quoi les signes précurseurs? C'est quoi aussi que les gens peuvent nous dire ou faire qui vont nous faire shifter rapidement dans ce côté redhead? Plus on connaît c'est quoi les triggers, donc les éléments déclencheurs de ça, plus on est capable de les reconnaître, plus on est capable d'utiliser des méthodes comme exemple des mantras ou alors de la méditation, quand ça va arriver, ou des exercices de respiration pour être capable de ne pas tout de suite, boum, aller vers le redhead et de pouvoir aller rester plus longtemps dans le blue head. Parce que, comme on a vu dans Verbal Judo, si on laisse la situation nous contrôler, bien, on ne contrôle plus rien. Et quand on est redhead, on laisse la situation nous contrôler. Ça, c'est clair. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle des anchors en anglais. Donc, c'est, exemple, avoir un endroit ou un mot auquel on pense qui nous aide à se calmer. Avoir des slogans dans notre tête, ça va être très bon. Comme exemple, réfléchir, se dire, OK, réfléchis, reste calme, respiration. Puis, quand on voit arriver nos ennemis, entre guillemets, donc les éléments déclencheurs de tomber dans le redhead, c'est là qu'on déclenche notre mécanisme pour rester en blue head. Après ça, numéro 10, l'authenticité. Les vrais leaders, dans le fond, ils restent avec leurs valeurs et c'est parce qu'ils vivent leurs valeurs que les autres les suivent. Ils ne changent pas leurs valeurs pour pouvoir attirer le monde. Ça, je pense que c'est ultra important à comprendre. Et dans le fond, les bons joueurs ou les bons leaders organisationnels, c'est ce qu'ils vont faire. C'est ils attirent les gens parce qu'eux-mêmes naviguent et gèrent leur vie selon des valeurs fortes et ne sont pas prêts de toute façon à juste changer de gauche à droite pour le plus offrant, exemple. Donc, les équipes qui sont performantes, c'est des équipes qui créent un climat honnête, authentique, où on a le droit de se montrer vulnérable. On en a parlé dans d'autres livres. Dans le fond, être capable de créer une équipe qui a une grosse cohésion, c'est parce qu'on est capable de créer un environnement qui est sécuritaire. Pas sécuritaire au niveau qu'on ne va pas être attaqué, mais qu'on sent qu'on est capable de dire « dans telle situation, j'étais vulnérable, je ne savais pas quoi faire » et on va nous aider à trouver des solutions au lieu de nous taper dessus encore plus. Donc, l'authenticité, c'est quoi qui précède l'authenticité? En premier, il faut commencer par être honnête. Quand on est honnête, ça nous permet d'être intègre. Quand on est intègre, ça nous permet d'agir de façon authentique. Et quand on est authentique, ça nous permet d'avoir de la résilience. Et même, ça nous entraîne à avoir de la résilience. Parce qu'on est habitué à laisser passer des choses parce que ça ne va pas avec qui on est. Et cette résilience-là, c'est ça qui va se transformer après en performance. Donc, c'est un petit peu plus long terme que le court terme de juste changer de bateau toutes les 2 secondes selon « ouais, ça va être ça mes valeurs ». Et c'est beaucoup plus un travail sur long terme, mais qui va donner une performance constante et un bon climat. Donc, en anglais, on dit « keep it real ». Soyez la personne qui peut être prise au mot, donc au pied de la lettre de ce qu'elle dit. Ce que les gens voient, c'est qui vous êtes. Ce que les gens voient sur les médias sociaux, sur le terrain, dans la salle d'entraînement ou à la maison, c'est vous. C'est vraiment vous. Le 11, un que j'aime bien, le sacrifice. C'est souvent ce que les gens oublient.
C'est toutes ces métaphores qu'on voit de l'iceberg, où est-ce qu'on dit voici ce que les gens voient, voici ce qu'ils ne voient pas, qui est la grosse forme de l'iceberg en dessous de l'eau. C'est le sacrifice qui est nécessaire pour faire partie des meilleurs. Et là-dedans, il y a un mantra, dans le fond, c'est les champions en font un peu plus. Champions do extra. Et ça, c'est vrai sur toute la ligne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on regarde, exemple, Steve Jobs, il s'est battu pour enlever 10 secondes sur le temps que ça prenait pour booter l'ordinateur parce qu'il disait qu'avec le nombre d'ordinateurs qu'ils avaient vendus, ça allait sauver, exemple, 10 siècles à l'humanité si on enlève juste ces 10 secondes-là. Donc, il essaye toujours de faire un petit extra. N'importe quel bon joueur, si on pense à Kobe Bryant, il était quoi? Toujours le premier à l'entraînement. Il faisait un entraînement de plus que tout le monde. Si on pense à Guy Lafleur, il faisait des laps après tout le monde ou avant tout le monde avec son enfant sur les épaules. On pense à n'importe quel bon athlète ou leader organisationnel. Ils font tout le temps le petit extra que les gens ont tendance à ne pas faire. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, il faut trouver quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour ça? Être capable de faire le petit extra? Bien, ça revient, ils ne le disent pas de cette façon-là, mais ça revient à être passionné, à être amoureux de ce qu'on fait. Eux, comment est-ce qu'ils l'expliquent? C'est qu'ils disent, il faut que tu trouves quelque chose pour lequel tu es prêt à mourir. Ce qui fait que tu es prêt à faire n'importe quoi pour cette chose-là. Donc, tu vas tout le temps faire le petit extra. Et si on regarde, exemple, dans le monde du CrossFit, dans beaucoup d'interviews, quand on parle à Matt Fraser, comme c'était quoi sa stratégie, il dit souvent, j'étais prêt à mourir sur le floor plutôt que laisser quelqu'un faire une rep de plus que moi. Et c'est pour ça qu'il a été champion. Parce que dans le fond, il était tout le temps prêt à faire le petit extra sacrifice que, j'avais un peu mal au pouce, non, j'avais ma grip, donc il a fallu que je lâche la barre. Lui, il allait la rep de plus. Donc, c'est ça qu'il faut penser. Et celui-là, dans le fond, c'est vraiment juste se rappeler « Champions do extra ». Les champions font toujours un petit extra. Quand on a le goût de lâcher, c'est là qu'il faut faire le petit coup de pouce en plus. Quand on a le goût d'arrêter de lire, c'est là qu'on lit une page de plus. Quand on a le goût d'être pas sympathique avec quelqu'un, c'est là qu'on ravale nos mots puis on dit la bonne chose du premier coup. C'est comme ça qu'on devient un leader puis qu'on devient un champion. Le numéro 12, très intéressant aussi, la langue, le langage. Les organisations qui excellent, comme les All Blacks, ils ont leur propre langue. Pas nécessairement leur propre langue au niveau qu'ils inventent une langue, mais ils ont leur propre langage pour raconter l'histoire de leur organisation. Et après ça, ils ont leur propre langage pour répondre à des situations. Donc, les slogans qu'ils ont, les métaphores qu'ils ont, elles sont propres à eux. Ils ont créé même des nicknames pour leurs joueurs, pour leur défensive. La défensive, c'est la plague, donc la lèpre noire, genre qui arrive. Donc, ils ont leur propre façon de raconter leur histoire et de créer leur histoire. Et ça crée une énorme cohésion. Et il faut se poser nos questions justement de nous, c'est quoi nos slogans, c'est quoi notre mantra, c'est quoi les métaphores qu'on a pour que notre organisation, elle prenne vie et que les gens veuillent, dans le fond, en faire partie, l'améliorer et faire les sacrifices nécessaires pour que ça aille de l'avant. Après ça, la leçon numéro 5, c'est les rituels. Les rituels, c'est utilisé pour renforcer les valeurs de l'organisation. Exemple, les All Blacks sont connus à cause du haka. Avant chaque partie, ils vont faire le haka. Et c'est sûr que la foule adore ça, les gens de marketing adorent ça, mais ce n'est pas pour ça qu'ils le font. Ils le font pour se rappeler leur raison profonde de pourquoi est-ce qu'ils sont là, d'où est-ce qu'ils viennent, qui est-ce qu'ils sont, c'est quoi leur histoire. Et dans notre organisation, c'est ce que ça prend. Ça prend des rituels, pas nécessairement un haka, mais exemple, à CrossFit Laval, on a un rituel. Depuis que je suis ouvert, il y a un moment où est-ce que je m'entraîne dans la journée et j'invite les coachs à s'entraîner avec moi. C'est l'entraînement, c'est le rituel. Un autre rituel de la communauté CrossFit, par exemple, c'est de participer au Open à chaque année. C'est un rituel. Donc, ces rituels-là, ça nous rappelle justement les raisons pour lesquelles on a commencé, les raisons pour lesquelles on est passionné, les raisons pour lesquelles on est honoré d'être avec les personnes avec qui on peut s'entraîner ou fonctionner dans la vie. Le numéro 14, c'est le Waka Papa. Ça veut dire qu'il faut penser à
aux générations futures. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut planter des arbres qu'on ne verra jamais, qui vont créer de l'ombre pour les personnes qui vont passer après. Donc, pour être un vrai leader, on ne s'arrête pas juste à ce que nous, on fait. On crée des choses pour les générations futures. On s'appuie, dans le fond, sur le passé, mais on pense tout le temps au futur. On sait que notre temps est limité et on honore ceux qui nous ont précédés en continuant ce qu'ils ont fait, mais on honore même ceux qui vont passer, qui vont être là après nous, qui viendront après nous, en laissant, eux ils appellent ça, laisser le jersey dans une meilleure position que quand on l'a pris. Donc, c'est de laisser l'organisation dans une meilleure position que quand on l'a prise. Et ça, même si ce n'est pas nous qui vont nécessairement en profiter. Ça, c'est vraiment l'épanouissement même de l'organisation ou d'aller encore au-delà de juste être passionné. Le dernier, c'est l'héritage. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent à tous leurs joueurs un livre. Puis dans le livre, il y a le premier chandail de l'équipe, le deuxième, ils en parlent, ils parlent des bons joueurs. Puis après, la grande majorité du livre, ça va être des pages blanches et c'est écrit, c'est à vous maintenant d'écrire l'histoire, d'écrire l'héritage que l'équipe va avoir. Et dans le fond, c'est ça le conseil qu'ils disent, c'est vous, c'est quoi l'héritage que vous voulez laisser quand vous allez être quand dans le fond, les gens vont être là pour célébrer votre vie après votre mort. Qu'est-ce qu'on voudrait que les gens disent que vous avez apporté? C'est le temps de le faire. La vie est courte, fait que c'est le temps de l'amener tout de suite et de penser justement à comment est-ce qu'on veut que les gens se souviennent de nous. Fait que j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est un livre que je recommande fortement à tous. Je vais le relire. À peu près tous les 3 ans, à mon avis, je vais le lire ou le relire pour pouvoir me remémorer ces belles leçons-là. Et selon où est-ce qu'on est dans la vie, l'affaire qui est intéressante, c'est qu'on voit chaque leçon un peu différemment que la première fois qu'on l'a lu. Fait que j'espère que vous avez appris. On se voit la semaine prochaine.